OK, donc H un Hilbert séparable. Je vais introduire une donnée initiale qui sera toujours bornée uniformément continue sur H. Donc je rappelle que tout est à valeur dans R. L'équation qui m'intéresse, c'est UT moins Laplacien U égale à 0. Donc pour x dans H, t positif ou nul, et U en t égale à 0 égale U0. Pour x dans H. Bien. Laplacien, c'est la trace de la dérivée seconde, comme j'ai déjà indiqué plusieurs fois. Alors donc, ce que l'on a vu apparaître la semaine dernière, je commence un tout petit peu à récapituler. Ce que l'on a vu apparaître la semaine dernière, c'est l'hypothèse suivante, c'est qu'il existe un module de continuité, il existe oméga module, donc sous-entendu module de continuité, donc une fois pour toutes, oméga de 0 égale à 0, oméga est continue croissante. Bien. Sur croissante pour les z positifs ou nuls. Bien, il existe un module, il existe un opérateur B auto-adjoint symétrique strictement positif de Hilbert-Schmidt, c'est-à-dire tel que trace de B carré est égale et est finie. Donc ça, ce sera les hypothèses sur la condition initiale qui dit donc que quel que soit x, y dans H, U0 de x moins U0 de y est inférieur ou égal à oméga de x moins y. Alors, je rappelle des choses que l'on a démontrées. Donc, si Hn est un sous-espace de dimension n composé des n premiers vecteurs d'une base orthonormée, par exemple diagonalisant B, eh bien, on a vu que l'on avait si on résolvait cette équation UNT moins Laplacien UN égale à 0, alors, on a formellement toutes les bornes que l'on veut, hein, donc UN certainement est uniformément continu en X, uniformément en T et en N. Donc ça, on a cette information. On a également l'information, j'ai mis X moins Y, mais ce n'est pas ça, c'est B de X moins Y. Eh bien, on a que pour le même module, c'était les estimés que UN de X de T moins UN de Y et de T, qui sont X et dans Hn, et majorés par oméga de Bx moins Y. Parce que juste, c'est une fonction de X moins Y. Hein. Donc, on a cette estimation uniforme, uniformément continue. Les UN sont uniformément bornés. Donc, tout ça, c'est des choses que l'on a vues. On a donc, par rapport à la variable entre guillemets spatiale, on a tout ce qu'on veut en termes d'estimation. On a même de la régularité, c'est-à-dire que d alpha UN, et je ne réécris pas ce que ça veut dire, est majoré par une constante qui dépend que de la longueur de alpha. Donc on a des estimations a priori indépendantes de n. En tout cas, si t, et alors typiquement c'est sur t à la puissance alpha, longueur de alpha. Donc ça c'est indépendant de grand N. Donc j'ai montré ça pour alpha égale 1 et alpha égale 2, et j'ai précisé les normes dont il s'agissait. Donc la norme euclidienne pour le gradient, pour A dérivée seconde, c'était la norme 2 en termes d'opérateur, et on avait obtenu cette estimation. Et d'ailleurs, c'était alpha sur 2. C'était 1 sur racine de t pour A dérivée première et 1 sur t pour A dérivée seconde.
Donc tout ça, c'est les choses que l'on a déjà vues. On a également vu une estimation qui, la semaine dernière, a été démontrée. J'ai obtenu que UN de x et de t moins U0 de x est majoré par quelque chose qui tend vers 0. Il y avait une espérance de oméga, de B, je crois que c'était WT qui devait sortir. Je vérifie, U0 de x, oui, BWT. Oméga BWT, et je crois que c'est à peu près tout, et c'est largement suffisant. Et j'avais expliqué la semaine dernière pourquoi ceci tend vers 0 quand t tend vers 0. Donc, ceci, et quand je dis UN0, je n'ai pas dit ce que c'était U0. La condition initiale en t égale à 0, c'est la restriction de U0 à Hn. Étant entendu que, à nouveau, j'identifie les points de Hn et les points de H qui sont dans Hn, dans sous-espace A, c'est-à-dire il y a seules toutes les coordonnées à partir de la n plus unième sont nulles, et soit je considère que c'est un point de Rn, soit je considère que c'est un élément de H dont toutes les coordonnées après la n plus unième sont nulles. Donc ça évite de mettre des n un peu trop partout, et ça simplifie les notations. Donc on a démontré ça, ce qui montre que pour être sûr que dès que l'on faisait une hypothèse comme ceci, on gardait bien la condition initiale. Bien. En fait, de quoi se sert-on pour faire ça? On se sert du fait que U0 vérifie cette propriété. Et on obtient l'information pour tous les t strictement positifs. Maintenant, si au lieu de faire ça entre 0 et t, je le fais entre un temps s et un temps t, plus grand que s, bien le même argument s'adapte, puisque cette estimation qui est vraie, ça c'est une hypothèse, mais cette hypothèse entraîne cette estimation, et donc à partir d'un temps s, j'ai exactement la même situation que lorsque je démarre à partir de l'instant 0. C'est la même équation, c'est un semi-groupe, c'est le caractère de renouvellement parfait du mouvement brownien. Donc tout ça, ça veut dire qu'en fait, on a l'estimation que je n'ai pas indiquée la semaine dernière, mais que j'indique maintenant, est inférieure à quelque chose, donc ça c'est quel que soit t, j'allais dire supérieur ou égal à s, mais enfin bon, il suffit d'échanger le rôle de S et T pour dire que c'est quel que soit T et S, mais ça ne change rien, bien est inférieur à quelque chose qui est un nouveau module et qui est indépendant de X et de T, de X, c'est un M de T moins S, où M est un module, donc en d'autres termes, M de 0 est égal à 0. C'est ça le point important. Et ça, c'est vrai, quel que soit T supérieur ou égal à S, quel que soit M, quel que soit X. Donc on a aussi de l'uniforme continuité par rapport au temps. Et ça, c'est l'argument que l'on a fait entre 0 et t. Si je remplace 0t par st, le même argument conduit à cette information. Alors, on a à peu près tout ce qu'il nous faut pour maintenant construire une solution, voire l'identifier. Je fais un dernier rappel, j'organise tout ce que l'on a vu jusqu'à présent. Je fais un dernier rappel en indiquant que, évidemment, on peut construire une fonction où V0 est une fonction qui est dans buc de H. Et on voit au moins formellement que l'on s'attend, donc là ce que je vais dire est heuristique, donc formellement, parce que je vais quand même m'en servir, U de x et de t est égal à un V de Bx et de t, où V résout dV sur dt moins trace de A d de V égale à 0
étant entendu que A est égal à B carré. C'est également la même chose que trace de B d de V, B. Comme pour les matrices. Bon, donc ça c'est un aspect dont on se servira. Et formellement on a ceci, et formellement on a également que 6, toujours formellement, eh bien, si U est une solution, on s'attend à ce que U de x et de t, ça soit l'espérance de U de x plus wt, avec la petite difficulté que wt, x est dans H, mais wt n'appartient pas à H, donc la signification de ceci nécessite qu'on s'y arrête un tout petit peu. Bon. Donc voilà les informations que l'on a. Je vais donc maintenant citer tout ça, on l'a fait, c'est une réinterprétation, une relecture. J'ai juste rajouté un poil par rapport à la semaine dernière, c'est le module de continuité en temps. Et donc je peux maintenant citer un théorème. Donc bien entendu, ce théorème est énoncé dans le cas où U0 satisfait cette propriété. Donc, premièrement, UN converge uniformément quand si n tend vers l'infini, uniformément sur tout borné de H. Donc ça, il faut être un tout petit peu plus précis, mais ça, c'est les notions, puisqu'on n'est pas dans les mêmes espaces exactement. Donc, soit on dit qu'on regarde la différence entre UN et U de Pnx, ou alors, bon, je le réécrirai ici, donc U de Pnx t moins UN de x et de t tend vers 0 quand n tend vers l'infini, uniformément en x et t bornés. Converge uniformément donc vers une fonction u qui est dans Buck borné uniformément continu sur h croix 0 à l'infini. Donc ça tient compte du module de continuité en x, de l'uniforme continuité en x, mais également de l'uniforme continuité en temps. Donc là, on a déjà capturé cette propriété. U est régulière pour t positif. Donc U est régulière pour t positif. Ça, c'est encore l'autre estimation qui est là-bas. Ça découle de toute façon. Ça découle des informations qui sont ici, une fois qu'on a la convergence. Alors ça découle, mais on a tellement l'habitude de dire si les fonctions convergent, les dérivées convergent parce qu'on a des distributions, que là, il faut faire un tout petit peu attention. On n'a plus de distribution là. Hein. Donc, mais en tout cas, formellement, on s'attend. Il faut que je démontre hein, la convergence. Pour l'instant, j'énonce un théorème qui est logique au vu de tout ce qu'on a écrit là. Donc l'information cruciale qui est ici n'a pas encore été écrite. Vérifions. L'estimation U de x et de t moins U de y et de t est inférieure ou égale à oméga de bx moins y. Bon. Alors on aurait ça c'est le premier point.
Le deuxième point, c'est que clairement, pour définir U0, cette formule probabiliste, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut que les x plus wt soient des points pour lesquels j'ai le droit de prendre la fonction U0. Bon. J'ai le droit de prendre la fonction U0, et c'est-à-dire que cette composition est un sens. Stricto sensu, U0 est défini dans H, ça, c'est pas dans H, donc il y a un problème. En même temps, que se passe-t-il ici, lorsque j'écris ceci? Bien, je sais que U0 de x est égal à V0 de Bx, donc ça, on l'a vu. De la même façon, j'en déduis que U de x et de t est égal à V de Bx et de t. C'est exactement le même argument, je vais d'ailleurs l'écrire ici. U de x et de t est égal à V de Bx et de t, où V appartient à buc de H croix 0 à l'infini. Ceci, pourquoi c'est vrai? Donc, je vais souligner ce que l'on ne sait pas encore. Ce que l'on ne sait pas, c'est la convergence, quand n tend vers l'infini. Si on a la convergence, on a certainement le fait qu'on soit dans buc. Il y a un petit truc à dire sur la régularité. OK? Bon. Dont je me débarrasserai très vite. Vérifiant ça c'est juste simplement passage à la limite. Ceci, c'est la même démonstration que pour U0. Le fait qu'on ait quelque chose qui soit dans buc de H croix 0 l'infini, bien sûr, cela vient de cette propriété. Je vais juste expliquer un tout petit peu ce point-là. Et le module de continuité en temps, c'est le même, puisque j'ai juste changé les x. Donc, a priori, là, c'est totalement nouveau. Il y a juste un petit point, c'est V0, il s'étend, et de la même façon V0, V, il s'étendent par continuité, en fait, uniforme. Par continuité uniforme. Hein, c'est ce que j'ai dit hier, vendredi dernier. Vous voyez, si x est dans H, V0, a priori, par ce changement de variable, il est fini sur l'image de H par B. Ça, c'est un sous-ensemble. C'est un sous-ensemble de H. Puisque B a tendance à tuer les grandes coordonnées. Donc, ce sont des points dont les coordonnées grandes tendent vers 0 plus vite qu'un point quelconque de H. OK. Et grâce à ce module de continuité, on voit que V0 ou le V, en temps quelconque, eh bien, effectivement, par rapport à la variable Bx, il a un module de continuité. Donc, j'ai un module de continuité uniforme, V0, V, de la continuité uniforme pour la norme de H, hein, pour la norme de H, sur un sous-espace vectoriel, d'ailleurs fermé, qui est l'image de B. Enfin, ça est fermé, ça ne veut rien dire, ça dépend dans quelle norme. Donc, sur un sous-espace vectoriel qui est l'image de H par B, qui est pour la norme de X dense dans H, pour la norme euclidienne de H qui est dense dans H. Donc ça, c'est des choses que j'avais expliquées la semaine dernière. La raison est simple, c'est que ça contient déjà tous les n, l'espace Hn qui correspond au n premier vecteur propre de B. Et ça, quand n tend vers l'infini, résolution spectrale, c'est une base de H tout entier. La base des vecteurs propres de B est une base de H. Et donc, la densité est claire. Continuité uniforme, et donc ça s'étend par continuité
à une fonction qui est uniformément continue sur H. Donc le uniformément continu sur H, il se déduit du module de continuité en Bx moins Y avec le petit argument qui est que B, l'image de H par B est dans H. Si on faisait un changement de variable avec un opérateur 0, on aurait évidemment, ou un opérateur qui a un noyau, on perdrait de l'information et on aurait du mal à l'étendre à H tout entier. Donc ça, c'est une remarque. On pourrait écrire une équation, je ne veux pas... On sera amené à dire quelle est la régularité de B si on a une régularité de A. Alors la régularité de B et de U se propage, mais si on n'a que de la continuité, est-ce qu'on sait mieux sur V? Et la question n'est pas si simple que ça. Donc je mets ça de côté, mais déjà ceci permet de donner un sens à U0 de X plus WT en le définissant comme V de Bx, ça c'est parfaitement défini, plus BWTT. Donc ça a parfaitement... ça aura un sens si je vérifie que BWT appartient à H. En fait, c'est un processus à valeur dans H, presque sûrement, et en fait, c'est un processus continu en temps à valeur dans H. Je vais juste vérifier qu'il appartient à H. Et donc, de sorte que maintenant, ceci a un sens, et que, en fait, si on peut étendre V à H, cela veut dire que U, on peut l'étendre, enfin, il est défini sur quelque chose d'un peu plus gros. Alors, pourquoi c'est vrai, ça, que BWT appartient à H? Bon, on va faire, en tout cas, l'analyse, c'est vraiment l'analyse que l'on avait faite pour avoir le module de continuité. Donc, BWT appartient à H. Prenons une base orthonormée de vecteurs propres de B qui diagonalise B avec des valeurs propres mu1, mu-n, etc. Donc je les appelle E1, En. Dans le théorème, Hn, ce n'est pas nécessairement la base de vecteurs propres de B. C'est n'importe quel... De sorte que U, la formule qui est là, identifie, à savoir l'espérance de U0 de X plus WT, si on a bien vérifié ce que je dis, ça identifie, s'il y a une formule, c'est si suivant, ça montre d'ailleurs au passage que ce n'est pas simplement une sous-suite, mais toute la suite, parce que ça c'est un résultat d'unicité. On a une formule pour U, qui est indépendante du choix des sous-espaces. Donc, sans même essayer de démontrer qu'il y a des résultats d'unicité pour des équations comme ça, mais je ne veux pas tellement rentrer là-dedans parce qu'il y a tellement de régularité dans le problème que c'est quand même de faire toute une théorie des solutions de viscosité, ça serait possible, mais c'est quand même là pour le coup un peu compliqué face à la régularité des solutions. Donc c'est vraiment une vérification plutôt que même d'essayer de démontrer le principe du maximum, ce que l'on pourrait faire, de démontrer l'unicité par le principe du maximum. Mais il faudrait dire qu'est-ce que ça veut dire Laplacien, et ça j'y reviendrai dans un instant. Donc pour l'instant, je montre l'unicité qui montre en particulier la convergence de toute la suite et non pas d'une sous-suite, puisque dans la démonstration, pour effacer le trait que j'ai souligné là, pour dire que ce n'est pas encore démontré ça, je vais en fait démontrer simplement cette affirmation sur une sous-suite, et on saura que c'est toute la suite et n'importe quelle suite d'espace Hn grâce à la formule, parce que quelle que soit la sous-suite, quelle que soit la discrétisation de l'espace H, eh bien je retombe sur cette formule à la fin. Alors pourquoi c'est vrai? Mais c'est simplement que c'est le calcul qu'on a déjà fait, c'est E de WT carré. C'est quoi cette cochonnerie? C'est l'espérance de BIJ-WJ. Ouais, j'avais dit que je prenais une base, mais évitons les bases, qu'on ne croit pas que les espaces... Donc, BIJ-WJ, T, BIK-WKT.
si ça vous dérange, pensez à prendre dans une base quelconque les n premières coordonnées de ça. On va vérifier qu'on a une borne sur l'espérance au carré et ça permettra de vérifier que presque sûrement, effectivement, BWT appartient à H. Donc j'ai ceci, grâce à l'indépendance des coordonnées de ce mouvement brownien dénombrable, puisque j'ai une infinité dénombrable paramétrés par les entiers positifs supérieurs ou égal à 1, qui sont les W. Donc, grâce à l'indépendance entre WJ et WK, ceci donne exactement T fois BIJ carré. Étant entendu, évidemment, que j'utilise la convention de sommation sur les indices répétés. Et BIJ carré, c'est évidemment T fois la trace de B carré, c'est-à-dire T fois la trace de A. Bon, peu importe, en tout cas, c'est ce qui est fini. Donc, effectivement, on voit que cette hypothèse, c'est exactement ce qu'il faut, ni plus ni moins, pour s'assurer qu'on a une fonction qui agit, éventuellement modulo sur le nombre de variables, c'est de la réécriture, qui agit sur le mouvement brownien. Bon, voilà, c'était fait pour, c'est ce qu'on a trafiqué la semaine dernière, on l'a fait pour. Donc ça effectivement, ça permet de démontrer l'unicité. Donc là, j'ai fini la démonstration. Je n'ai pas tout à fait expliqué la régularité, même si c'est plausible au vu des estimations a priori. Et puis surtout, il y a ce petit aspect de convergence. Alors, je vais le laisser en plan. Vous voyez que tout ça, c'est un grand 1. Donc, on peut imaginer qu'il y a un grand 2. Alors, le grand 2, il va venir après. Et je vais déjà finir de démontrer ce premier point qui donne déjà un sens modulo l'hypothèse sur B, qui donne un sens, l'hypothèse sur U0, pardon, qui donne un sens à l'équation de la chaleur dans l'espace de Hilbert. Bon. Donc tout ceci est assez simple, je le fais doucement pour qu'on s'habitue à manipuler des équations. En fait, ce n'est vraiment pas la méthode de régularisation que je préfère dans l'espace de Hilbert, mais c'est la plus naturelle, c'est la tentative la plus naturelle, et c'est celle qui, je crois, je l'espère en tout cas, permet le mieux de s'acclimater à manipuler des quantités comme ceci, des équations comme cela, dans des espaces de Hilbert. Parce qu'on est un peu partagé entre la tentation de dire que, bon, à part les problèmes de compacité et le fait qu'on n'ait pas d'intégrale, tout se passe pareil, et puis avec la crainte de, on a simplement oublié que ce que l'on faisait d'habitude, ça ne marche plus. Donc, autant s'y habituer tranquillement. Et ça, c'est parfait. C'est pour ça que je vais lentement. Après, je vais un peu accélérer. Alors, donc, fin de la démonstration. Avant de passer à des remarques. Puisque vous observerez que j'ai listé, qu'est-ce qu'il me reste à faire quand même? C'est que c'est bien gentil, là, j'ai approché par Hn une suite de sous-espaces de dimension n qui tend vers H, c'est ça que l'on fait, typiquement en croissant. Pas vraiment nécessaire, mais tant qu'à faire. Donc, j'ai construit un objet, j'ai pris l'équation, je l'ai projetée dans un espace de dimension finie, je collecte toutes les estimations a priori, je passe à la limite et j'obtiens une représentation probabiliste attendue. Donc c'est déjà bien et je vais finir de le démontrer. J'ai parlé de continuité en temps. Je n'ai pas défini UT, j'ai dit que c'était régulier, donc UT encore, il est défini. Enfin, on peut espérer qu'il soit défini. Je reprends ce que j'ai dit. Ce n'est pas clair qu'il soit défini, parce que UT, c'est Laplacien U, et le Laplacien U, la seule information que j'ai sur le fait que les grandes coordonnées ont peu d'importance, c'est un module de continuité. Je suis très loin des dérivées secondes. Donc, on sent bien, ne serait-ce que par la représentation probabiliste, qu'on manipule le bon objet, mais en quel sens l'équation a lieu? Pas clair.
Alors, on peut effectivement invoquer des solutions de viscosité, etc., mais il y a quand même la difficulté intrinsèque qui consiste à dire est-ce que la trace des dérivées secondes est finie ou pas? Après tout, c'est régulier, la dérivée seconde existe, est-ce que la trace est finie ou pas? On va voir que c'est un peu compliqué, ça. Et que ça dépend. Bien. Alors, fin de la démonstration. Qu'est-ce qui reste? Donc, la régularité, on a tellement d'estimations a priori que c'est plausible, mais la convergence uniforme. La convergence uniforme, ça sera un résultat de compacité. Alors, la compacité en dimension infinie, ça peut être dangereux, oui, mais pas tant que ça, parce que ici, on a un opérateur B qui est compact. Donc, c'est ça qui va faire de la convergence. Donc, ce n'est pas plus que ça. Pensez à cette représentation avec les V de Bx et de T. Okay. Si je prends X majoré par une boule de rayon R0 et que je regarde les Vn de Bx et de T, non, c'est pas comme ça que je dois prendre les choses. Ouais. B est un opérateur compact. OK. Ça, c'est pourquoi? Parce que la trace de B carré est finie. En fait, c'est un opérateur compact dès qu'on sait que les valeurs propres tendent vers 0 quand n tend vers l'infini. Si la trace est finie, c'est sûr que c'est le cas. Je parle d'opérateur symétrique positif. Donc B est un opérateur compact, ça veut donc dire que l'image par B de la boule est compacte. Okay. Donc je l'appelle K. J'ai Vn quand je m'intéresse à Un de x et de t. Ça, c'est Vn de Bx et de t. Et donc, Vn, lorsque je m'intéresse à cette boule, est une fonction qui est uniformément continue en xt, uniformément en n, sur K croix 0t, qui est un compact. Okay. Et puis, bon, bien entendu, les Vn sont uniformément bornés, donc c'est la valeur d'un compact. Donc on est dans une situation où on peut se servir de Ascoli et être sûr qu'il y a une sous-suite qui converge. Fin de la démonstration. Donc, c'est en fait très simple. Une fois, dès qu'on a réalisé qu'on a les modules de continuité qu'il faut, et surtout que l'opérateur B est compact. En fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que les UN, ils sont uniformément en n, faiblement continus. Et même mieux que ça. Et donc, tout ce qu'on avait raconté sur la faible continuité entraîne la convergence uniforme, c'est là. C'est la compacité de la boule pour des métriques pour la convergence faible. Et là, on a même beaucoup plus que ça, puisqu'on a glissé un opérateur compact, c'est même plus de la faible compacité. Donc voilà pourquoi, en fait, il n'y avait plus grand-chose à faire, et qu'on a à peu près démontré tout cela, enfin, on a démontré tout cela, sur la régularité.
Alors, sur la régularité, qu'est-ce qu'il faut démontrer? Il faut démontrer que U est Lipschitz. Il faut démontrer que U est C1,1, etc. Alors, pourquoi j'écris des choses comme ça? C'est parce que cela permet de passer uniquement par du U et pas les dérivés de U. Alors, il y a d'autres moyens de contourner ceci, mais je le répète, hein, UN converge vers U. J'ai des estimations C1 sur U, des estimations C2 sur U, C3, C4, tout ce que vous voulez pour les temps positifs. Mais là où essentiellement il n'y a rien à dire en dimension finie parce qu'on a tellement l'habitude, si j'ai une borne, je passe à la limite sans distribution et donc l'objet limite a automatiquement cette propriété. Là, c'est un peu plus gênant parce que je n'ai pas les distributions. Je ne peux pas avoir de notion de distribution, etc., puisque je n'ai pas de notion d'intégrale, de mesure. Bon. Alors, en revanche, si on passe... Bon, je vais vous montrer pour Lipschitzien, puis après, on continue. Si U est Lipschitzien, pourquoi U est Lipschitzien pour T positif? Bien, ce que vous savez, si la dérivée première est bornée, hein, donc, je crois que vous avez tout de suite compris comment ça marche, est inférieure régulière pour T positif, oui, est inférieure, on a vu, à C sur racine de T. Voilà ce qu'on a démontré. Là, j'ai le droit de passer à la limite. Donc je passe à la limite et je récupère tout de suite que le U limite il est Lipschitzien. Et c'est ça qui, entre guillemets, veut dire que DU, la norme de DU, la norme euclidienne, la norme dans H de DU est majorée sur C racine de T. Mais, OK, mais entre l'information de Lipschitz usuelle et l'information DU inférieure à C sur racine de T, d'habitude, on s'en moque parce qu'on dit si c'est lipschitzien, c'est presque partout différenciable, donc DU, on a tout est équivalent à tout, on a tout ce qu'il faut, mais là, c'est un peu plus gênant. Okay. Bon, alors, on peut dire DU inférieur à C sur racine de T au sens des solutions de viscosité. C'est vrai. Bon, il faut faire des fonctions de thèse dans C1,2H, et puis je serai amené à reparler de ça, mais dans les solutions de viscosité, il faut créer des points de maxima. Des points de maxima, quand on n'a pas de compacité, c'est dangereux. En dimension infinie, c'est dangereux. Mais en revanche, il y a tout un tas de résultats qui consistent à dire que si j'ai une fonction que je maximise, par exemple, ou minimise, qui est continue, même pas besoin d'être... SCI suffit. À ce moment-là, le minimum peut ne pas être atteint. Mais on sait que si on fait de faibles perturbations de la fonctionnelle, par exemple linéaire, on peut trouver des minima locaux de la fonctionnelle légèrement perturbés, qui sont même des points exposés, c'est-à-dire que c'est un point de minimum strict. Et on peut en trouver pour un ensemble générique, au sens de Baire, de perturbations linéaires. Alors ça, c'est des résultats à la Bishop-Phelps. C'est des résultats assez profonds que les gens comme Bourguin ont beaucoup développé, parce qu'après, la question est dans quels espaces de Banach on a le droit à ce principe d'optimisation perturbée. Dans une perturbation plus forte, non différenciable, ça c'est qui est vrai dans un espace métrique complet, on a le théorème d'Ekland qui va dans le même sens. On peut perturber, donc ça c'est dans un espace métrique, et c'est avec une perturbation à forme de distance. Donc c'est cette idée qu'en dimension infinie, certes, on sait bien que les points de minima d'une bonne fonctionnelle, disons minorée, n'existent pas nécessairement, mais si on la perturbe un tout petit peu, on sait trouver des minima. Donc ça, c'est un truc qui, malheureusement, est assez lourd à démontrer.
C'est une très très jolie démonstration dans laquelle, c'est pas très compliqué, mais c'est une très jolie démonstration je dirais, d'analyse fonctionnelle, qui mériterait qu'on la mentionne plus dans des cours d'optimisation, parce qu'effectivement, on s'arrête souvent à dire, en dimension infinie, attention, les minima n'existent pas toujours. Oui, mais on a des epsilon minima comme on veut, et des epsilon minima qui minimisent quelque chose. Alors, c'est un théorème un peu abstrait, donc c'est peut-être pour ça qu'on n'en parle pas beaucoup. L'optimisation est un sujet quand même très concret. Et c'est vrai que je n'ai aucun exemple en tête où on aurait un procédé constructif pour faire une perturbation qui rende le problème résoluble. Bon, donc il y a tout un corps de métier, si vous me permettez l'expression, en dimension infinie, dont on s'était servi avec Mike Handel il y a longtemps sur les équations de Hamilton-Jacobi dans des espaces de Hilbert. Et typiquement, ça, c'est des choses qui étaient dans nos articles. Ce genre de trucs. On avait, à l'époque, quand on regardait ceci, on n'avait pas vraiment d'application. Ça nous paraissait naturel parce que Hamilton-Jacobi-Bellman s'est associé au contrôle optimal. Si vous passez au contrôle optimal de dp, vous avez des équations d'Hamilton-Jacobi dans les espaces fonctionnels. Donc on avait regardé ça pour ça. On a fait une longue série de, je crois, 6, 7 ou 8 articles, donc il y a part 1, part 2, enfin c'est comme Rambo, quoi. Et enfin, il y a quand même beaucoup moins de gens qui ont lu ça, qui ont vu ça que de spectateurs de Rambo ou de, je sais pas quoi, de n'importe quelle de ces longues séries. Bien. Enfin, on sait qu'il y a eu quelques lecteurs, ils existent. Il y a un table d'existence, à part nous. Encore que nous, je ne suis même pas sûr qu'on est vrai. Bon, bref. Démonstration. Régularité. Alors, la régularité, voilà comment ça marche. On peut faire des choses tout à fait comparables pour la régularité d'autres supérieurs. Pensez des taux de variation et l'affaire est entendue. Donc, attention, la régularité. Et puis, alors, ouais. Une fois qu'on démontre l'analogue pour C11, les taux de variation entraînent que c'est différenciable. Donc attention, il y a quand même quelque chose à dire. Hein. Mais bon, cela dit, c'est vraiment du calcul différentiel sans grand intérêt. Donc c'est bien régulier au sens usuel. Mais simplement, quand vous démontrez la régularité, vous démontrez que c'est lipschitien en ce sens-là. Vous démontrez que c'est C11 en l'analogue de ce sens-là pour les du style U seconde, vous écrivez U de x plus h plus U de x moins h moins 2U de x sur h2. OK ? Et ça, si vous le faites dans n'importe quelle direction, ça vous dit bien que l'opérateur des deux U dans n'importe quelle direction est borné. Donc ça vous donne un sens. Puis après, il y a des petites choses à démontrer du style, si vous avez cette information, ça entraîne que c'est différenciable. Bon, alors c'est des trucs classiques en calcul différentiel, enfin, classique, mais bon, il faut le faire. Et donc, vous démontrez que par les taux de variation, vous remontez d'un cran. Une fois que vous savez que c'est C1, vous pouvez même repartir avec la dérivée et ainsi de suite. Donc, c'est un jeu qu'on peut y passer 2 heures à vérifier la régularité. Je vous le montre pour lipschitien, je l'ai dit oralement pour C11. En fait, ça mérite qu'on s'y arrête un tout petit peu, mais c'est vraiment du calcul différentiel. Bon. Alors, donc, je me suis débarrassé de ça. Je me suis débarrassé de cette propriété. Je l'ai déjà indiqué. Je sais que ceci a un sens. Je n'ai pas tout à fait démontré que cette formule était vraie. Mais on a la formule probabiliste au niveau de Hn, on fait tendre n vers l'infini, et on récupère cette formule probabiliste. À partir du moment où on maîtrise le sens de ce qu'il y a dans l'espérance, c'est juste un passage à la limite quand n tend vers l'infini. Donc j'ai esquissé oralement des démonstrations de points faciles, mais on a donc en tout cas obtenu
ce théorème-là et j'efface les points que je voulais regarder. Alors maintenant, la question que je me pose, quid de Laplacien U? Qu'est-ce qu'il y a, M. Guéant? On est entre nous. Hein. Non, c'est la régularité en X, toujours. Quand tu dis c'est régulier. Ah oui, ben, la régularité en temps, je ne pourrai commencer à en parler que lorsque j'aurai parlé du Laplacien. Bien. Alors, c'est une sale affaire, cette histoire du Laplacien. Il faut quand même qu'il y ait une conservation de la difficulté. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? La première chose que l'on va faire, c'est au fond... OK. Donc, je fixe un point x0. Je sais que c'est régulier. Donc, je peux parler de la dérivée seconde, qui est un opérateur symétrique. Et je vais prendre une base orthonormée diagonalisant des deux U. Ah, alors là, il faut savoir que c'est un opérateur compact. En fait, il se trouve que ça, je le sais, parce que U a cette propriété de faiblement continu. Mais oublions ça provisoirement, on va en fait obtenir une estimation. C'est vrai, tout ce que je vais raconter, je peux le faire au niveau de Hn, et après, en obtenant des estimations a priori indépendantes de tout ce qu'on fait. Donc, pas de souci avec la diagonalisation, pensez Hn. Pas nécessairement une base de D2U0, hein, mais j'ai UN, dans Hn, j'ai D2UN, c'est une matrice symétrique, je la diagonalise. Bien. Et je vais écrire des estimations là-dessus. A posteriori, on verra que de toute façon, c'est un opérateur compact, et je le répète, si vous avez des choses régulières et que U est une fonction qui est comme ceci, avec un tel module de continuité, automatiquement la dérivée seconde est compacte. C'est encore du calcul différentiel. Bon, alors, il reste quelque chose. Orthonormée diagonale, très bien. Ouais. Alors, je m'intéresse à UII. Donc, de quoi s'agit-il? De la dérivée seconde de U dans la direction XI. Je peux considérer que si U vérifie cette équation, certainement vrai au niveau de Hn, la dérivée de U par rapport à xi vérifie la même équation, et j'ai écrit la semaine dernière une représentation probabiliste de la dérivée. Donc, je me sers de la représentation probabiliste d'une dérivée première pour quelque chose qui est vérifié par UI. Et là, qu'est-ce que je peux écrire? WI T sur T. C'est aussi E de U de X plus WT, WI carré moins T sur T2. Donc ça, c'est les formules qu'on a vues la semaine dernière. J'ai le choix. La deuxième formule, c'est celle qu'on a vue la semaine dernière. La première, c'est la formule qu'on a vue pour les dérivées premières la semaine dernière, mais non pas appliquée à U, mais à DU sur DXI. Et je vais essayer d'extraire de l'information de ceci. Donc là, j'essaie de comprendre ce qui se passe. Alors, commençons par cette borne qui ne nécessite aucune information. Qui ne nécessite que du U. Donc ça, c'est plutôt bon, puisque même manipuler le gradient, a priori, on sait le faire que pour des t strictement positifs. Alors, typiquement, qu'est-ce que l'on a envie de dire? C'est qu'on a envie de dire que ceci, c'est l'espérance. Donc ça n'aboutira à rien, mais je fais quand même la démonstration. WIT EI
plus un W'T, qui est le reste du moment brownien dans les directions EJ pour les J différents de I. WT, hein, ça veut vraiment dire W1TE1 plus W2TE2, etc. OK. Moins je retranche et je garde le W'T. Et je multiplie tout ça par WIT carré moins T sur T2. Alors, pourquoi c'est la même chose? C'est parce que W' est indépendant de WI et que ça, c'est d'espérance nulle. C'est fait pour. Donc, je joue l'indépendance. OK? Et donc, ce qu'il me sort ici, c'est un oméga. Donc, tout ceci va être majoré, si je mets une valeur absolue, par l'espérance de oméga. Bien. De quoi? La différence de B fois WIT. Ouais. B fois WIT, fois l'espérance de WIT carré plus T, c'est-à-dire 2T, divisé par T2, c'est-à-dire 2 sur T. Et ça, BWIT carré, c'est quoi donc? Bon, n'allons pas trop vite. Vous pensez que si WIT, c'est comme racine de T. Bon, j'ai un oméga racine de T, mais indépendance en T, je m'en moque. Mais on voit que ça me donne fondamentalement, je regarde le coefficient BI là. Ne serait-ce parce que la norme au carré de BWIT carré, c'est BI fois T. Enfin, BI carré fois T. Dans une base diagonalisante, c'est BIJ carré. Donc c'est AII, si A est égal à B2. C'est-à-dire quelque chose dont la trace est finie. J'ai écrit ça parce que je vais trop vite. BWIT carré, c'est quoi? Eh bien, c'est BWIT carré, c'est quoi? C'est BI en espérance. C'est le calcul qu'on a fait tout à l'heure, c'est BIJ carré fois T. Et ça, c'est AII fois T. Quelque chose dont la trace est finie. Donc j'ai quand même un petit problème, c'est que si je prends oméga là-dedans, oméga, ça peut être la racine carrée. Si oméga, c'est la racine carrée, je suis en train de prendre ce fondamentalement, et comme c'est des gaussiennes, il n'y a pas de perte, dans les Cauchy-Schwarz, c'est les mêmes ordres de grandeur, donc je suis en train de prendre un quart de ceci. Donc lorsque je prends oméga égale racine de z, j'ai un quart, j'ai AII à la puissance 1 quart. C'est l'ordre de grandeur. Et ce n'est pas de somme finie. Alors, ça ne prouve pas que le Laplacien n'est pas de somme finie. D'accord? Ça ne prouve pas que le Laplacien est de somme finie, ça prouve que cette estimation, qui est normalement assez fine, mais ce n'est qu'une estimation, ne permet pas de montrer que le Laplacien est fini. Même si oméga est le meilleur possible, c'est quoi le meilleur module de continuité possible? C'est celui d'une fonction C1, d'une fonction lipschitzienne, c'est-à-dire que c'est un module linéaire. Donc oméga de z égale L, comme Lipschitz, fois z. Ça, on ne peut pas faire mieux. On ne peut pas avoir un module de Lipschitz qui s'écrase plus vite en zéro que linéairement. Si on a ça, on reste avec l'espérance de BWIT, et ça, on voit que c'est l'ordre de grandeur, c'est égal, c'est semblable, à du racine de AII. Racine de AII, bon, il y a une certaine puissance sur racine de T.
A. Donc, ben ça, c'est toujours pas assez bon. Ou alors, il faudra encore renforcer les hypothèses sur B, ce qui est une option. Qui est de dire, je suppose que la trace de racine de A est finie. Bon, alors ça, c'est quand même pas terrible, mais du coup, on peut quand même se poser des questions. On voit d'abord que le module linéaire ou pas, ça aide. Alors, et on va garder, donc là, je vais effacer cette borne. Donc là, si je démarre avec U, je ne sais pas comment conclure, mais j'en retiens quand même que le module linéaire, ça pourrait jouer un rôle. Alors ça veut dire quoi, le module linéaire? Oméga de z égale Lz. Regardons un tout petit peu. Formellement, j'en déduis que U de x plus h xi moins U de x, en valeur absolue, se majeure par L fois B, donc h est un réel positif et xi est un vecteur quelconque. Ça se majeure par L fois la norme de Bxi, fois h. Et donc je peux diviser par h, et j'aurai cette borne. C'est ce que me dit ceci. Et donc vous voyez qu'en tout cas, si c'est différenciable, et ça l'est pour les temps positifs, mais j'ai envie aussi de dire pour U0, j'en déduis, donc ça c'est formel, j'en déduis que gradient U de x scalaire xi, la dérivée directionnelle dans la direction xi, se majeure par L fois Bxi. Ça, c'est si c'est différenciable. Bon. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire? Si vous appelez Bxi égale état, donc xi égale b moins 1 état, le b moins 1, vous le faites passer ici, et vous avez que b moins 1 gradient U de x, scalaire état, est inférieur à L fois la norme de état. À nouveau, état, c'est un point dans l'image de H par B, qui est dense dans H, donc c'est vrai quel que soit état. Et donc un module de continuité, ça veut dire que B-1 gradient U est borné. Ouais, mais ça, c'est pas surprenant parce que c'est la même chose que de dire que V est Lipschitz. V étant U de x égale V de Bx. Et ça veut bien dire que le gradient de U est égal à B gradient V. Hein. Donc, si j'ai un oméga qui est linéaire, ça veut dire que j'ai un V qui est lipschitzien, donc gradient V est borné, et donc B-1 gradient U est borné. Bon, c'est cohérent. Alors, donc on voit que lorsqu'on commence à manipuler la taille des gradients, on peut regarder en U ou en V pour avoir une petite idée de ce qui se passe. Moralité, qu'est-ce qu'on en déduit? On en déduit qu'un module de continuité linéaire, c'est-à-dire V lipschitzien, c'est en tout cas formellement, et tout ceci se justifie dans Hn, et on peut faire tendre n vers l'infini, bien cela veut dire que, et je vais garder l'information qui est au-dessus, que gradient U xi, en d'autres termes, UI xi, se majeure par C fois, savoir L, fois Bxi. Bon. Ah.
Ici, quand j'ai écrit UI, il n'y a pas de sommation sur les indices répétés. Donc maintenant, je fais la somme des UI. Et donc, je vois que j'ai un gradient, très bien, scalaire W. Alors, W, il n'est pas dans H, mais ce n'est pas très grave parce qu'on a droit à B de ce machin-là. Et donc, c'est gradient U en un certain point scalaire W, divisé par T. Donc, si j'ai supposé que U0 avait un module de continuité initialement, j'ai le même module de continuité, c'est-à-dire j'ai le même L, et je peux donc dire que la valeur absolue, ce qui est la valeur absolue du Laplacien, se majeure par quoi? Eh bien, je me sers de cette borne, et ça se majeure par L, E de B, WT sur T, et c'est la même quantité que l'on a déjà rencontrée sur nos... c'est la trace de A. Ça fait L fois trace de A sur racine de T. Parce que je pars d'un gradient et je mesure la dérivée seconde. Ah, le Laplacien a un sens. Mais le Laplacien a un sens si je pars d'un truc où le module de continuité est linéaire. Alors, on aimerait savoir un peu plus que ça, parce que le Laplacien, la somme des UI, bon, ok, mais ça n'a pas de signe, donc avoir une majoration sur un truc qui n'a pas de signe et tout, on ne sait pas très bien ce que l'on manipule. Mais en fait, on peut faire un tout petit peu mieux que ça. On peut faire un tout petit peu mieux que ça parce que si je pondère maintenant par des poids la somme de AI, UI, on va voir ce qu'il faut supposer sur les A. Je peux faire exactement la même chose, à ceci près maintenant que ce que j'ai, c'est l'espérance de gradient U dans la direction AW, étant donné que AW, c'est le vecteur qui est A1W1, etc., ANWN, etc. Bon. En fait, il aurait été plus intelligent de penser que les A, c'était les DAII, pour obtenir une information sur trace de A fois des deux U. Je rétablirai ça après, étant entendu que pour l'instant, je suis dans une base qui diagonalise des deux U. Puis je crois qu'il y avait un 1 sur T, oui. Donc maintenant, je me sers de l'hypothèse L sur T de l'espérance de AW. À nouveau, c'est une gaussienne, donc... enfin, c'est la norme d'une gaussienne, et la norme d'une gaussienne, l'espérance de la norme d'une gaussienne ou la racine carrée de l'espérance de la variance, c'est pareil. Donc ça, on sait que ça se majeure par L sur T, et c'est intéressant de faire le calcul complet de la racine carrée. De quoi? De B à W. B à W, c'est l'espérance de BIJ à JWJ, BIK à KWK. Bon. C'est le calcul qu'on a déjà fait, hein? Et je prends l'espérance et puis la racine carrée. Donc j'ai un 1 sur racine de t, on est au bout de ce petit calcul. J, il n'y a plus qu'à garder J égale à K, et donc vous voyez que ça vous fait BIJ carré à J carré. À J carré, oui. La somme sur les I des BIJ carrés,
c'est le coefficient diagonal de grand A. Hein. Grand A, c'est B carré, c'est AJJ. Et donc, ceci se majeure par 1 sur racine de t. Je vais écrire la chose comme ceci. Somme des AJJ fois AJ. La notation AJ est malheureuse, mais ce n'est pas très grave. Ça, c'est AJ carré. Ah. Alors, regardons bien ce que l'on a démontré. On a démontré que si maintenant CII est égal à AI, où C est une matrice est un opérateur symétrique, bon, compact, peu importe. Qu'est-ce que j'ai ici? Comme je suis dans une base qui est diagonaliste des deux U, j'ai démontré que la trace de C des deux U, en valeur absolue, se majeure par L sur racine de T une quantité qui est un peu complexe, hein, qui est la trace, enfin, c'est une somme, bon, ça a un sens algébrique, mais je ne veux pas rentrer, de AJJ, CJJ carré. Alors déjà, si on prend pour AI le signe de D2UI, là j'ai le droit, donc ça c'est une remarque, hein, mais si je prends AI égale signe de D2UI, ce que j'ai ici, c'est la somme des valeurs propres en valeur absolue. Le AI carré, il vaut 1. Donc j'ai bien le AJ carré vaut 1 et ici la trace est finie. Et donc j'en déduis que la trace non seulement de D2U, mais de la valeur absolue de D2U au sens des opérateurs, c'est-à-dire même base, dans la même base de vecteurs propres de D2U, je prends les valeurs absolues des valeurs propres, que cette trace de D2U est finie. Et là, c'est une vraie estimation a priori, et pas un truc qui peut changer de signe et se sommer parce qu'il y a des oscillations. Donc, trace de D2U, en fait, on majeure ça par quoi? J'écris le résultat final et majoré par L sur racine de T, trace de A. A étant B carré. Et en fait, on a même un peu mieux. Parce que vous voyez que lorsque vous avez une matrice qui est trace finie, on peut trouver des coefficients qui tendent vers l'infini, tels que la somme soit encore finie. Donc cela veut dire que je peux multiplier le signe de D2U, de façon à garder la valeur absolue, par un truc qui tend lentement vers l'infini. Et donc, non seulement c'est trace finie, mais c'est uniformément sommable par rapport à X. Hein, puisque j'ai une somme avec des coefficients qui ne dépendent que de A qui est finie. Donc je vais écrire ça, c'est qu'on peut montrer que somme des UII fois des poids PI qui tendent vers l'infini en croissant est majorée par une constante sur racine de t, si la somme des AII PI carré est finie. Donc vous voyez, on perd un peu, parce que là, il me faut me prendre des coefficients tels que la somme qui tend vers l'infini avec des carrés, et j'ai droit à garder, en fait c'est des coefficients, j'aurais dû écrire pi et racine de pi, donc je choisis des coefficients ici pour que la somme reste finie, ce que je peux toujours faire, et j'en déduis que pour la racine carrée, donc à quelque chose qui tend moins vite vers l'infini, j'ai encore de traces finies. Alors ça veut donc dire qu'on perd. On n'a pas les mêmes propriétés de sommabilité de A. On en a dans cette estimation a priori, un peu moins sur des 2U. C'est à cause du passage de pi à pi carré.
Donc il y a un peu de perte, mais en tout cas, je vois que la trace de D2U est sommable. Et donc je vais commencer à écrire les choses ici. La deuxième partie. Si de plus oméga de z est égal à L fois z. Alors, trace de D2U. Donc ça, c'est parfaitement justifié au niveau UN. On a de l'uniforme sommabilité, on peut passer quand n tend vers l'infini, parce qu'on sait en plus que la limite est différenciable et régulière. Donc, trace de D2U est finie, et en fait, c'est uniformément sommable en X et en T. Et U est Lipschitz en temps. Alors, on peut essayer de réitérer, mais il faut commencer à faire des hypothèses, et je vous avouerai que je ne suis pas allé voir quand est-ce que U était C1 en temps. Bon, la vie est courte, hein. Mais il faut faire un tout petit peu attention. Alors on pourrait se dire, ok, là c'est quand même mieux qu'avec la première formule, mais peut-être qu'il faut faire encore autrement pour obtenir encore mieux. Et après tout, il y a une première question, et c'est des remarques que l'on peut faire, c'est qu'il y a régularisation. Donc peut-être que le module de continuité, si au démarrage il est racine de z, mais que peut-être qu'en temps positif, il devient L fois z. Parce qu'on a démontré que ce module de continuité se propageait, mais peut-être qu'il s'améliore. L'équation de la chaleur, ça a tendance à améliorer les choses. Donc, première question, première remarque. Si en t égale à 0, j'ai un oméga de z, est-ce qu'en temps positif, j'ai un oméga qui dépend de t, maintenant j'ai un nouveau oméga tilde de z qui est L fois z. Question naturelle. De sorte qu'à partir d'un oméga quelconque, j'aurai un truc lipschitzien, un truc comme ceci, qui me permet d'avoir un sens au laplacien, auquel cas le laplacien aurait un sens. En fait, la réponse est non. Donc ça, c'est faux, non. Et c'est également faux pour le laplacien. Donc là, il y a une affaire un peu subtile, c'est qu'on a vraiment un terme singulier auquel on donne un sens. Si on a une condition initiale, l'équation, on lui donne un sens si on a cette propriété. Et pour avoir une notion forte de l'équation, il faut renforcer l'hypothèse. C'est grosso modo une différence entre solution faible et solution forte. Étant entendu qu'il y a unicité des solutions faibles. Et faible, c'est un sens, c'est une très vague analogie. Alors non, pourquoi? Parce qu'au fond, ça revient à se dire, si je démarre d'un V0 pour l'équation transformée qui est dans Buck, est-ce que ça entraîne pour T positif qu'un V est Lipschitz? Ça revient à ça. Donc je vais me servir de cette équation. On peut également se servir de cette équation pour dire non à la définition du Laplacien. Bon, mais ça, ce n'est pas possible. Voyons ce qui se passe. On est en train d'écrire trace de A d de V. C'est ça l'équation en V égale à 0. V en T égale à 0 égale V0 de X. Et je suis en train de regarder simplement une condition qui est bornée uniforme continue. Mais vous voyez que dans les variables d'indice très élevés, j'ai presque pas de diffusion. Je régularise presque pas. Parce que je suis en V. Je n'ai pas de régularisation pour les xi. Donc il n'y a aucune raison que ça devienne lipschitzien.
Bon, alors on peut faire une démonstration complète, mais si on avait un truc comme ça, c'est une opération linéaire, c'est un graphe fermé, donc ça voudrait dire qu'il y a une estimation. Donc ça voudrait dire que V à l'instant, si on prend un V à un instant t0 pour un instant quelconque, et que je regarde sa norme de Lipschitz, eh bien, je devrais avoir une constante qui ne dépend que de la norme ou d'Ambuch. Donc, avoir une question comme ceci, quel que soit V0, est-ce que V est lipschitzien, c'est la même chose qu'une estimation a priori de l'analyse fonctionnelle classique. Théorème du graphe fermé pour faire des révisions d'analyse fonctionnelle. Alors, donc, cette estimation, elle ne peut pas être vraie, et pour s'en convaincre, il suffit de prendre V0, qui est une même fonction que je vais baptiser phi, de juste la ième variable. Auquel cas, la solution, c'est phi de phi i de xi et de t, où phi i résout d phi i sur dt, moins, j'ai oublié des 1,5 un peu partout, hein, désolé, mais partout où il y a une équation, il y a un 1,5. Parce que j'ai écrit une équation, donc dans ce qui reste au tableau, il y a plus. Il y a un 1,5, c'est si je veux vraiment un brownien, il faut que j'ai un 1,5. C'est une normalisation. On peut aussi décréter que racine de 2 est égale à 1, ça simplifie un certain nombre de calculs. De manière générale, pour tous les corps du Collège de France, on devrait décréter que racine de 2 pi h bar, tout ça, ça vaut 1. La masse de l'électron vaut 1, la masse du proton vaut 1, etc. Mais vous verrez que dans les cours, c'est souvent le cas. Hein. Bien. Alors, ce n'est pas le même cours, ce qui fait qu'on peut prendre toutes nos constantes égales à 1. Ce n'est pas très gênant. Ce ne sont pas les mêmes, normalement. Quoi qu'il en soit, c'est de T0 fois V0. Je prends phi de xi égale à T. Et donc, ici, ce que j'ai, c'est moins AI phi seconde. Hein, c'est une équation d'une variable égale à 0. Bon. Et alors, phi, quand i tend vers l'infini, donc je devrais avoir une estimation qui me dise que phi' i à l'instant t0 est majoré par une constante indépendante de i. Et quand i tend vers l'infini, phi, les AI tendent vers 0, donc ça tend, phi tend vers phi. Et donc, je devrais avoir une estimation qui me dit que phi' en norme du sup est majoré par c fois phi en norme du sup, phi étant quelconque, c'est quand même un peu beaucoup demandé. Quel que soit phi, impossible. Donc, voilà, ça c'est la mise en forme, mais de l'idée très simple qu'il n'y a pratiquement pas de diffusion dans les grandes coordonnées, donc vous ne pouvez pas espérer qu'il y ait de la régularisation dans les échelles B quelque chose, dans les échelles de régularité sur BH, c'est-à-dire la régularité de V. Ce que je disais la semaine dernière, c'est que V, c'est pratique, je m'en suis d'ailleurs un peu servi, mais en revanche, ça ne se passe pas bien dans l'espace V. Une fonction Buck, elle reste Buck, elle ne devient pas lipschitzienne. En revanche, sur le problème de départ, qui est le vrai problème de l'équation de la chaleur, on régularise tout. OK, donc on a ceci. 3, en général pas vrai. Si oméga général. Bon, ça fait beaucoup de généraux. De toute façon, il y en a toujours trop des généraux. Alors, donc, je crois que c'est à peu près tout sur l'énoncé du théorème.
on a maintenant une vision un peu complète de l'équation. Je vais néanmoins faire une dernière remarque qui n'est pas tout à fait inutile de développer. Donc vous vous souvenez que j'ai démarré a priori en regardant des fonctions quadratiques et en obtenant l'expression, en écrivant explicitement la solution. Donc, l'expression quadratique qui se rapproche le plus de cette hypothèse, c'est évidemment 1,5 de bxx, auquel cas la solution u de x et de t. Bon, alors pour des raisons techniques, ce cas-là, trivial, n'est pas contenu dans l'hypothèse que j'ai faite parce que j'ai supposé que mes données étaient bornées uniformément continues. Tandis que là, il y a de la croissance à l'infini, mais ça, c'est purement technique. Donc on peut étendre ce résultat à des U0 légèrement plus généraux, mais cette hypothèse-là va rester vraie sur les bornées. Alors, U de x et de t, dans ce cas-là, est simplement donné par 1,5 de bxx. Non, je dis des conneries. 1,5 de bx carré. C'est la norme, le module. Donc, U de x et de t, c'est 1,5 de bx carré. C'est la même chose que 1,5 de axx. Donc, le Laplacien, c'est la trace de A. Donc, ça fait 1,5 de trace de A. Et donc, c'est plus t sur 2 trace de A. C'est ça la solution du problème. Alors, à nouveau, je triche un peu parce que ce n'est pas Buck, ce n'est pas un module de continuité comme ceci, mais c'est des variantes. Alors, qu'est-ce que l'on voit? On voit que gradient U est semblable à B, semblable à Bx, ce qui colle bien avec l'idée B-1 gradient U borné. Ah, c'est même égal Bx. Donc ça, c'est cohérent avec B-1 gradient U, OK. En revanche, D2U, il est égal à A. Et d'ailleurs, ce n'est pas Bx, c'est AX. Et donc, ce que j'ai démontré, c'est plus faible que ça. Puisque gradient U est semblable à AX, c'est dire que B-U gradient U de X moins B-1 gradient U de Y. J'ai dit que ça était borné. Si je sais que gradient U c'est AX, eh bien j'ai BX moins Y. En d'autres termes, c'est non seulement dire que B-1 gradient U est borné, mais c'est aussi dire que B-1 gradient U a un B-module de continuité. Non seulement il est borné, mais il a mieux. Ça, on ne l'a pas vu. Hein. D2U égale à A, on ne l'a pas vu non plus. Puisque ce que l'on a vu, c'est que c'était un peu moins bien sommable que A. C'est le pi, on a vu qu'on avait droit à des poids pi carré pour D2U, alors que c'était pi pour A, enfin le contraire. Donc non, on a vu un D2U qui était, en termes de sommabilité, qui était strictement plus grand que A. Donc cet exemple quadratique, il est un peu dangereux. Alors, il y a plusieurs remarques pour contourner la difficulté. C'est qu'on a vu que, puisque après c'est essentiellement optimal ce que l'on a fait à cause des informations, hein, ça c'est le gradient V, on a vu qu'on ne pouvait pas toujours obtenir ce genre d'estimation. Donc on sait que ce n'est pas vrai en général.
Surtout la deuxième information, mais la première, ça se démontre à nouveau en passant à V. Alors, ce n'est pas vrai en général, mais c'est vrai pour les quadratiques. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que les quadratiques, c'est un miracle? Ou est-ce qu'il y a un autre régime plus régulier qui contient le cas quadratique? La réponse est oui, il y a un autre régime. Donc, remarque, c'est quel est ce autre régime? C'est que ce genre d'estimation, il se propage. Le B-1, donc la remarque, c'est que si je dis que B-1 gradient U est borné, ça se propage, c'est le oméga de Z égale LZ. Mais un B-1 gradient U de X moins B-1 gradient U de Y, majoré par une constante X moins Y, Bx moins Y, ceci, c'est une estimation qui se propage. Donc, si je pourrais rajouter ça en point 4, c'est que si U0 vérifie ceci, vérifie étoile, alors U de T, quel que soit T, vérifie aussi étoile. Et évidemment, quand je suis démarré avec un demi de Bx carré, ça le vérifie initialement. OK, donc ça veut dire que je peux avoir un meilleur comportement. Je peux avoir un meilleur comportement je peux avoir un meilleur comportement, disais-je, des solutions si, bien sûr, je fais plus d'hypothèses sur U0. Alors, je peux faire plus d'hypothèses sur la régularité de U0, auquel cas la régularité en X, mais vous voyez qu'il y a un deuxième type de régularité qui est l'échelle de régularité dans des normes utilisant B. Donc là, vous avez la continuité, LZ, c'est le caractère lipschitzien, et puis là, on est déjà à un côté C1,1. Hein. Donc lipschitzien, on retiendra que la bonne formulation continue, un module de continuité par rapport à B. Lipschitzien, c'est B-1 gradient U borné. C1,1, c'est B-1 gradient U qui a la B continuité, ou la B lipschitzianité. Et ça sera important parce que lorsque j'écrirai des MFG, ben, typiquement, il faudra que je pense avec des solutions qui vont de H dans H comme le gradient. Donc il faudra penser comme si c'était un gradient. Et donc comme ça, on saura tout de suite quelles sont les hypothèses de régularité qu'il faut faire initialement. Bien. Alors ça sera juste une analogie parce que du point de vue des MFG, il y aura un autre souci. Alors, donc ça c'est la norme dans H, c'est la norme dans H, c'est quel que soit x, y, en supposant par exemple que c'est différenciable partout. Bien. Une autre manière de dire les choses, c'est qu'il y a d'autres estimations qui se propagent. Cette estimation étoile, je vais faire une petite remarque, qu'est-ce qu'elle nous dit réellement? Elle nous dit que si je regarde B-1, c'est quoi à l'ordre 2? À l'ordre 2, c'est c'est-à-dire en posant Y, en prenant X égale Y plus HXI. Vous en déduisez que B-1 D2U si. OK? Est majoré par C fois Bxi. Et donc, en remplaçant par B-1 xi par B-1 état, vous en déduisez c'est 0 fois état. Et donc, cette hypothèse vous dit quoi? Là, on voit mieux maintenant l'échelle des B ou des B-1. Ce qu'elle vous dit, c'est que l'opérateur D2U
B-1, B-1, si je prends la norme 2, est majoré par C0. Bien. Quel que soit x. Donc ça, c'est une information qui se propage. Bien. Alors, c'est une information qui se propage. Oui, je voudrais faire, parce que là on est dans des histoires de carrés sur lesquelles j'ai perdu un peu de temps la semaine dernière. La semaine dernière, donc petite brève et correction, la semaine dernière j'avais fait je voulais montrer que la relation d'ordre ne passait pas avec le carré des matrices. J'avais une matrice AB, BC. J'ai écrit inférieur ou égal à lambda, une matrice diagonale qui était lambda 0, 0 mu, et j'ai traduit ça de manière avec deux informations contradictoires, qui étaient d'une part A supérieur à lambda, C supérieur à mu, ce qui correspond donc à lambda 0, 0 est supérieur ou égal à A. Donc j'avais bien dit A supérieur ou égal à lambda, C supérieur à mu, puis après j'avais dit que le déterminant de la différence était négatif, alors qu'il devait être positif. Mais l'exemple que j'ai fait, je l'ai pris avec un déterminant de la différence qui était nul, donc ça restait bien vrai. J'ai choisi comme ça, égal à 0. Puis j'ai fait un calcul à toute allure, qui était, je pense, correct, qui était que le déterminant du carré, j'avais pris le carré de cette matrice, le carré de cette matrice, les termes diagonaux, ils avaient le bon signe, et puis j'avais regardé le déterminant du carré, et j'avais trouvé négatif. Et donc là, ça ne marchait pas du tout parce que j'avais écrit le mauvais signe au démarrage. Tandis qu'en fait, ça marche. C'est un exemple. Lorsqu'on prend le déterminant égal à 0 et qu'on prend ce que j'ai fait la semaine dernière en écrivant la bonne inégalité, ce qui est celle que j'ai utilisée la semaine dernière, et j'avais trouvé que le déterminant de la différence des carrés était négatif ou nul. En fait, il était négatif ou nul si lambda est différent de mu. Parce qu'il était égal, je ne me souviens plus du coefficient devant, mais il y avait du moins lambda moins mu au carré. Et ça, c'est ce qu'il faut. Bon, je ne me souviens plus du coefficient qui était là, hein, il y avait un coefficient positif. Mais c'est exactement ce qu'il faut, parce que si c'est en A l'identité, on peut prendre le carré. Donc, voilà. Donc, ça montre bien qu'il faut faire un tout petit peu attention. Et donc, vous voyez que ce genre de choses, ce n'est pas du tout la même... il faut faire un peu attention à ça. En revanche, ça, comme on ne se sert pas de B-, on n'est pas en train de manipuler A, de dire que D2U est majoré par A. On est en train de dire que B-1, D2U, B-1 est majoré par C0 fois l'identité. Et là, il y a équivalence. Donc attention, ce n'est pas la même chose que de dire que D2U... Enfin, si, c'est la même chose que de dire que D2U... là, c'est en valeur absolue, pardonnez-moi, la valeur absolue de cet opérateur, et que D2U en valeur absolue se majeure par C0 fois A. Voilà. Bon. Donc, vous voyez que cette information est bien l'information qui correspond à dire que les dérivées secondes sont d'ordre A, et c'est une manière simple à décrire les choses. Et c'est enfin équivalent à dire que B-1 D2U B-1x, ou xi, est majoré par C0 fois la norme de xi. Ça, c'est l'équivalence, c'est la définition de la norme 2. Hein. Donc, je vais effacer la norme 2. Bon. Et donc, j'ai cette information-là, sur les dérivées secondes, ou une information d'opérateurs qui sont équivalentes, et ça marche bien parce qu'on est en train de comparer avec l'identité, et qu'on n'est pas en train de comparer D2U à A, on est en train de comparer D2U à B-1 D2U B-1 à l'identité. Alors si vous multipliez des deux côtés par
par B, ça vous donne que D2U est majoré par A. Mais c'est ça la bonne quantité à manipuler. C'est en fait très très proche de ces idées qu'on avait vues dans le cours de l'an dernier, où pour des équations d'Hamilton-Jacobi générales, il fallait conjuguer la matrice des dérivées secondes, c'était plus compliqué l'an dernier, mais par h seconde, la racine carrée du h seconde. Le h seconde, c'est A, la racine carrée de A, c'est A moins 1, et la racine carrée de A, c'est B. Donc, il y a une certaine analogie. Alors, donc ça, c'est ce régime. Vous pourrez me dire, OK, d'accord, mais si on met tout plein d'hypothèses, on a des régimes, évidemment, on a les constantes aussi, c'est un régime parfait. Il y a toutes les continuités que l'on veut. Donc c'est une estimation forte, hein, vous voyez en D2U ce que ça veut dire, la valeur absolue de B-1, D2U, B-1 inférieure à C0i, ou cette majoration de la norme d'opérateur. C'est une estimation forte dans laquelle on a évidemment beaucoup plus d'informations et on a un régime qui est calqué sur le cas quadratique. Et donc, on peut se poser la question, est-ce que ce régime est très particulier ou pas? En général, ce n'est pas vrai. On l'a vu. C'est le point 2 ou le point 3. Néanmoins, là, on a un régime. Est-ce qu'il est général ou pas? Eh bien, il est quand même assez général parce qu'il est dense dans le cas général. Donc, remarque finale. Et puis, je vais arrêter là aujourd'hui. Ah oui, de toute façon, il est l'heure d'arrêter. Donc, la remarque finale, je l'annonce, c'est que si je prends un U0 qui vérifie cette hypothèse-là, et que je me donne un epsilon positif, je peux trouver un U plus epsilon qui est plus grand que U0, un U moins epsilon qui est plus petit que U0, tel que U0 moins U epsilon plus moins soit majoré par un oméga essentiellement de racine de epsilon, de C fois racine de epsilon, où oméga c'est ce module de continuité, et tel que B-1 de D2U plus ou moins epsilon B-1 soit majoré par C0 fois, par une autre constante C qui ne dépend que de U0 et divisé par epsilon. Ah, évidemment, je paye, mais vous voyez que c'est comme une régularisation par convolution d'ordre racine de epsilon. Le module de continuité qui est ici me donne du racine de epsilon. Et chaque fois que je prends une dérivée, j'ai 1 sur la quantité de régularisation. Donc une dérivée, ça serait 1 sur racine de epsilon. Une deuxième dérivée, c'est 1 sur epsilon. À ceci près que là, maintenant, c'est dans les échelles des B. Bon, alors ça, j'expliquerai rapidement la semaine prochaine. Mais là, vous voyez qu'on est bien dans ce régime-là. Et que donc, et qu'on est très très près en norme uniforme qui se propage. Donc maintenant, si je résous l'équation de la chaleur pour le plus et le moins, eh bien, je vais garder cet encadrement DU, je vais toujours être à une distance très très proche, et j'aurai toutes les estimations que je veux, comme dans le cas quadratique. Donc, on a vu 3 régimes. Un régime général, un régime de module de continuité lipschitzien, dans lequel on peut commencer à parler de l'équation. Et puis un régime de solution très forte, très régulière, avec ceci. Eh bien, comme dans l'équation de la chaleur, les solutions très régulières au départ, elles sont une solution générale peut être approchée par des solutions très régulières, juste par convolution. Eh bien, on a le même phénomène, à part que la régularisation sera un peu plus compliquée. Mais en tout cas, on a exactement les mêmes phénomènes, et là, on a une assez bonne compréhension de l'équation de la chaleur qui nous permettra de tester, que l'on va tester sur des problèmes non linéaires à partir de la semaine prochaine. Donc, semaine prochaine, en admettant qu'on puisse faire court, semaine prochaine, je finis cette remarque
Et je démarre des aspects non linéaires sur la première méthode de régularisation. Je ne vais pas en faire énormément, je vais en faire un tout petit peu, et puis on s'arrêtera là. Enfin, l'information du cours. Tout ce qu'on a fait aujourd'hui est essentiellement résumé par le théorème avec les 4 points que je viens d'indiquer. Il y aura en plus cette remarque. Bon, sur ce, bon courage si vous vous déplacez à pied, en vélo, en trottinette, en voiture.